Rav Henri Kahn, bonjour. Bonjour à vous et à tout le monde. Et merci beaucoup. Auditeurs. Merci de nous accueillir ici, à votre domicile d'Afula, en Israël. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui parce que pour moi, comme pour beaucoup de monde, le nom d'Henri Kahn est associé à des souvenirs de lecture d'une importante revue francophone de judaïsme, la revue Kuntras, qui a commencé de paraître en 1986. Cela fait donc 38 ans. Mais enfin, nous serions quand même désireux de connaître qui est l'homme derrière la revue, qui est l'homme derrière ce nom de Rav Henri Kahn. Et c'est ce à quoi nous allons nous employer pendant cet entretien que je vous remercie d'accorder à Torah Box. Alors, sachez bien que je ne l'ai jamais fait. Dans le journal, il y a une fois où j'ai osé mettre ma photo, une histoire de Pidyon Aben. J'étais à Moscou et on a fait le Pidyon Aben d'une vingtaine de jeunes de la yeshiva là-bas. Et là, bon, il fallait bien montrer le Cohen, je me fais passer ma photo. En général, je ne le fais pas. Maintenant, bon, on m'avait demandé, redemandé, et puis on s'est un peu loupé, etc. Donc j'ai accepté, voilà. Vous n'êtes pas du tout dans le culte de la personnalité. C'est pas mon truc, non. Et j'aurais pu, d'un journaliste ou directeur de journal, j'aurais pu, mais je n'aime pas. Enfin bon, on peut faire exception à la règle. Alors c'est d'autant plus gentil de nous recevoir. Alors première question, Rav Henri Kahn, où et quand êtes-vous né? À quoi ressemblait votre enfance? De quelle famille proveniez-vous? Chez moi, c'est l'Alsace. Strasbourg, non, banlieue de Strasbourg, un petit patelin qui s'appelle Hönheim, à côté d'un patelin qui est plus connu, celui de Bischheim. C'est les faubourgs de Strasbourg en vérité. On pouvait aller Shabbat à pied de là-bas jusqu'à Strasbourg. Bon, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de familles, l'Alsace n'est pratiquement pas du tout mon origine, mais du côté de mon père, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas l'Alsace, c'est déjà l'Allemagne. Et du côté de ma mère, c'est la Pologne, beaucoup plus éloignée. Comme beaucoup de gens, après la Shoah, les gens se sont, d'une manière ou d'une autre, retrouvés là-bas. J'avais une grand-mère qui habitait là-bas, effectivement. Et puis, voilà, je suis né là-bas, en Alsace profonde. Je savais, maintenant moi, je savais l'alsacien dans ma jeunesse, tout de même. Ce qui m'a beaucoup servi plus tard, quand j'ai voulu apprendre le yiddish, il n'y avait pas tellement à faire de changement entre l'alsacien et le yiddish. Mais bon, voilà. Puisque l'alsacien est une forme d'allemand, enfin proche de l'allemand en tout cas. Ouais, et le yiddish c'est une autre forme, et puis l'un face à l'autre, et des fois il y a même des rencontres assez amusantes au point de vue linguistique entre le yiddish et l'alsacien, parce qu'en alsacien également, du fait de la présence importante de juifs sur place, il y a des mots d'hébreu qui sont passés dans l'alsacien courant, ce que l'alsacien non-juif ne comprend même pas, enfin il ne sait même pas de quoi on parle, mais quand on lui parle de Beiß, c'est un bite. Quand on lui parle de Meshuggah, ça, Meshuggah ou d'autres, ça c'est entré dans le langage alsacien. Ça rentre dans le temps. Dans ma jeunesse, ça existait et ça se rencontrait. Aujourd'hui, aucune idée. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui savent l'alsacien. Bon. Mais enfin, voilà, ça c'est pour l'Alsace. L'Alsace, avec tout ce que ça pouvait signifier à l'époque, dans ma jeunesse, ça veut dire des communautés gentilles, pas fantastiques au point de vue pratique, au point de vue compréhension. On étudiait la Torah, oui, 2 fois par an. Ah, pas mal. Quand ça C'est une bonne question. J'étais jeune. Une des fois, c'est l'El Simchat Torah, je pense. Ou peut-être Hoshana Rabbah. Et Hoshana Rabbah, voilà. Vraiment, 2 fois par an, on étudiait. Mais le reste, bon. Alors, dans ces conditions, comment vous est venue la passion de l'étude? Quel a été le déclic? Bon, et ce qui est vrai, c'est que plus tard, pas dans ma prime jeunesse malheureusement, plus tard, quand on arrivait, moi j'étais à la fin du lycée, il y a des gens, des tzadikim, qui sont venus à Strasbourg, 2 tzadikim, à dire vrai, et les 2 sont encore vivants d'ailleurs. On parle de Rav Eliyahu Abitbol et de Rav Ephraim Klapish. Le premier habite à Strasbourg toujours encore, le deuxième habite en Eretz Israël, et ils ont lancé une misguerette, un groupe comme ça, de yeshiva des étudiants, qui a attiré pas mal de jeunes.
Et il y a encore jusqu'à ce jour des gens qui ont été formés par là-bas ou qui ont commencé leur premier pas là-bas. Le plus connu, c'est tout de même Beni Levi, Zichrono Livracha, qui fait partie des premiers étudiants. Bon, évidemment, il y avait chez lui quelque chose qui s'est passé, il a cherché où aller, il est arrivé à Strasbourg, et Bémet, il est resté, je pense, 2 ans à Strasbourg avant de venir en Eretz Israël. D'autres aussi, Alain Lévy, Rav Alain Lévy de Paris, etc. Il y a pas mal de gens qui sont passés par là-bas, et ça nous a servi à nous tous, chacun dans sa voie, chacun, pas forcément dans la voie de la yeshiva d'étudiants qui était assez moderne, assez amusante, assez particulière, mais tout de même, ça a servi à pas mal de gens qui, grâce à cette institution, sont revenus à la pratique totalement et à l'étude de la Torah et ont fait enfin, sont restés, sont devenus des cadres un peu partout de la communauté juive de langue française. Ça, c'est le départ, quoi. Alors c'est là que vous avez contracté le goût de l'étude, au point qu'à un moment, vous êtes situé à la croisée des chemins entre les études générales et l'étude de la Torah. C'était un choix à faire, non? Non, j'ai eu ce qu'on appelle en français la Siyata d'Ishmaïa. J'ai eu le droit à une aide divine particulière, que d'autres ont également y ont eu droit aussi. C'est que je suis passé à la yeshiva dans une année assez amusante, en 68. En juin, juillet. Il était question de bac, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas. Il ne faut pas le dire parce qu'on peut me le reprocher, de ne pas avoir réussi mon bac. Les uns pourront vous reprocher de l'avoir passé, les autres de ne pas l'avoir passé. Alors il vaut mieux se taire, d'accord. Et puis ensuite la fac, ce qui était au programme, bien que j'étais déjà un peu à la yeshiva, mais la fac n'a pas commencé avant février, mars, quelque chose comme ça. Alors bon, j'ai dit à un copain, je lui ai dit, écoute, quand ça commencera, préviens-moi. Mais il ne m'a jamais prévenu. Et puis deuxièmement, c'était trop tard, quoi. J'étais pris par la yeshiva, j'étais trop heureux à la yeshiva, et on fait autre chose. Hachem Yassor. Effectivement, Hachem m'a aidé. Voilà. C'est la providence qui provient de mai 68, voilà. du gauchisme, etc. C'est une date importante parce que ça a effectivement changé beaucoup de choses chez les gens, chez les jeunes, chez les autres. C'est une date importante qui a eu son effet sur pas mal de choses. Non, là-bas, je suis resté 1 an et quelques. Et puis, bon, il y a un moment où j'ai senti que il fallait continuer et avancer. Et la voie évidente pour tout le monde dans ce milieu-là, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, où il y a des yeshivot, en veux-tu, en voilà, alors qu'en France, malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a quand même des choses. Oui, mais ce n'est pas la dynamique d'Eretz Israël, ça c'est clair, mais malheureusement. Et donc je suis parti en Eretz Israël et je suis arrivé parce que les deux, et derrière Rav Eliyahu et derrière Rav Klapish, il y a une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Ber Yaakov, avec le Rav Shapira et le Rav Wolbe, et les deux rabbanim qui sont venus à Strasbourg, c'est en fait des talmidim importants de Rav Wolbe plus que de Rav Shapira. Et bon, donc, je suis arrivé à une yeshiva fondée et dirigée par une personne qui faisait partie en vérité de ce groupe-là, le Rav Kleiner, à la yeshiva de Bet HaKerem, où j'ai étudié pendant 3 ans, avec pas mal de Français en même temps d'ailleurs. Et puis, bon, c'était une bonne yeshiva qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup apporté, nous a formés, nous a mis plus encore sur la bonne voie du limoud, etc. Votre chavruta, votre partenaire d'études, était francophone aussi? Je ne crois pas, et d'autant plus que à ce moment-là, j'ai cherché une chavruta qui sache le yiddish. Ah, vous avez étudié donc en yiddish? On a étudié ensemble en yiddish, parce que des Français qui sachent le yiddish, il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas, j'ai trouvé un gars qui venait de Norvège, je ne sais plus d'où. Et en tout cas, on a étudié en yiddish. Pourquoi en quoi ça m'intéressait tellement? Ben non, j'arrive quelque part. Les gens à Jérusalem de l'époque, le yiddish était un peu le langage vernaculaire. En certaines yeshivot, c'était le langage employé. Et puis, bon, je sentais que ça... Bon, de toute façon, avec l'alsacien, comme je l'ai dit, j'avais déjà les bases, donc ça m'intéressait d'apprendre le langage local, ce que j'ai fait.
Bon, mais ceci dit, il y avait pas mal de Français, on était des bons copains, etc. Voilà, à la fin de cette période-là, hein, je suis parti 1 mois et quelques chercher à me marier. Je suis parti en Europe, j'étais à Gateshead 1 mois, et après à Strasbourg, et là-bas, je me suis effectivement fiancé. Mazel tov. Voilà. Enfin, Mazel tov, ça fait pas mal d'années. Je suis donc fiancé à l'époque, et quand je suis revenu, je vais me marier, donc il faut une yeshiva déjà d'un autre kollel finalement. C'est-à-dire Donc, que vous étiez d'accord l'un et l'autre pour vous installer en Eretz ça, il n'y a Israël. aucun doute. Ouais. Ça, il n'y avait aucun doute. À l'époque, c'était une des grandes yeshivot existantes à Jérusalem. Ça s'appelle Brisk, avec toute une histoire derrière elle, tout un bagage derrière elle. Et ça m'intéressait. Bon, si déjà, on continue, allons au fond, allons voir les gens les plus forts dans leur transmission de la Torah. Oui, parce que c'est particulier, Brisk, comme manière d'étudier. C'est Dans ça, mais une c'est singularité au sein même du monde de l'étude. particulier, mais au contraire, c'est un des phares. Oui, c'est ça. C'est un des phares. C'est l'école de Raphaim de Brisk. Sa manière d'étudier est un point très important dans le monde des yeshivot. Elle a eu une très grande importance jusqu'à ce jour, quoi. C'est effectivement quelque chose de très marquant. Donc là-bas, je suis donc passé là-bas et j'ai étudié là-bas en yiddish. Pendant les années où j'ai fait ça, j'avais un truc amusant. Une fois, je suis venu avec un enfant, parce qu'il y a des enfants qui sont nés. Je suis venu avec un enfant chez le Rosh Yeshiva. Et puis... Rosh Yeshiva qui était à l'époque le Rav Yosef Ber ou Yosef Dov Soloveitchik. Et bon, il a voulu parler avec le gosse qui avait 2 ans à peu près. Et puis je lui ai dit, non, c'est embêtant, il sait le français, c'est tout. Il m'a dit, le français, chez nous, le français, qui c'est qui savait le français? Des gens de la haute. Mais nous, on ne sait pas le français, désolé. Bon, il m'a dit ça en yiddish, bien entendu. Quelques semaines après, il a donné cours. Et puis, il a cherché un mot. Et il ne le trouvait pas. Bon, il ne le trouvait pas. Et puis, je suis vraiment bien amusé. Le mot qu'il a finalement trouvé, c'était le mot en français. Un bouquet. Je me suis marré. Et après, il a trouvé la traduction yiddish, allemand, yiddish, enfin bref. Enfin, le mot qu'il a trouvé, c'était en français. Évidemment, c'était plutôt exceptionnel. En tout cas, bon voilà, donc j'étais à Brisk pendant quelques années. Rabbi Sheber est décédé, et qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on pouvait continuer à la yeshiva, mais j'avais l'impression comme ça qu'il faut chercher d'autres horizons. Et à ce moment-là, avec un ami, on s'est dit, il n'y a rien pour les Français. Il n'y a rien qui est proposé aux Français. Or, il y a tout de même des gars qui arrivent, qui ne peuvent pas rentrer dans les yeshivot israéliennes. Il faut les aider, les former, etc. Et donc, on a lancé l'idée d'une yeshiva francophone, qu'on a appelée, on ne pouvait pas faire autrement, on l'appelait Yeshivat Rashi. Et qui se trouvait où? Ça se trouvait, alors au début, c'était une partie de Or Sameach, qui est une yeshiva connue, américaine et israélienne, pour les Baalei Tshuva. Et on était une espèce de sniff de sous-groupe de Or Sameach pendant un certain temps. Donc à Jérusalem. À Jérusalem. Au bout de ça, pendant cette période-là, il y a un copain qui est arrivé de France, Binyamin Tadger, si ça vous dit quelque chose. Ça me dit bien quelque chose, en effet. Qui arrive de France avec un projet dans sa valise, un projet de journal. Et il avait un numéro à peu près comme prêt, quoi. Un numéro de journal pratiquement prêt, rédigé. Pratiquement prêt. Bon. Et il vous a demandé de vous y associer. Il nous a dit, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'il n'y a rien de ce côté-là, il n'y a pas de journal francophone orthodoxe qui existe. Est-ce que ça vous intéresse? Il m'a dit, bon, on a déjà une yeshiva, autant continuer avec ça aussi. Donc, on s'est lancé là-dedans, d'Afka pas avec ce que lui avait préparé d'ailleurs. Mais enfin, bon, on s'est lancé là-dedans, et voilà, ça remonte, vous avez donné les dates il y a quelques instants. 86, il y a 38 ans. Moi, j'ai oublié les dates. Et depuis, donc, j'avais les deux sur mes épaules, mes frêles épaules, la yeshiva et le journal. Alors, vous avez cité le nom du Rav Binyamin Tadger. À ce propos, Rav Henri Kahn, je voudrais vous faire écouter quelque chose
j'ai précisément un message qui va vous intéresser. Et après, je vous laisserai réagir à ce propos. Écoutez. Un des beaux souvenirs de cette période avec le Rav Kahn, ça a été lorsqu'il a eu l'idée d'aller présenter le Rav Shach à deux journalistes français importants avec lesquels nous étions en contact. Et c'était absolument extraordinaire. Et le Rav Shach revenait de son chiour, il était rayonnant. Il a reçu ces deux hommes avec un sourire très chaleureux. Ils ont été évidemment extrêmement impressionnés et j'en ai gardé un excellent souvenir jusqu'à présent. Ça vous rappelle de bons souvenirs, cette visite chez le Rav Shach? Oui, mais quelle était l'idée? L'idée était qu'effectivement, ces journalistes écrivaient très mal sur Rav Shach. Ils avaient une espèce de gourou, ou de je ne sais trop, personnage redoutable, etc. Et ça m'énervait. Donc j'ai dit à plusieurs journalistes, un de l'AFP, un autre je sais pas, bref, quoi, plusieurs journalistes franco-français importants, un ou deux juifs parmi eux, ils étaient à trois. Et j'aurais dit, écoutez, vous savez quoi, on y va. Bon, ah, fantastique, on y va. Alors, effectivement, on est allé chez Rav Shach et on a rencontré Rav Shach dans le couloir. Son assistant lui a dit, là, il y a des journalistes français qui veulent voir Rav Shach. Et Rav Shach les a regardés et leur a dit, avec un sourire, « Shalom ». C'est tout. C'est tout. Et, à quoi ça sert? Et effectivement, ces braves journalistes ont, depuis lors, changé leur ton. C'était un simple sholem. Le sholem de Rav Shach leur a servi pour comprendre. Je peux comprendre. Ils pensaient, ils voyaient un bonhomme dangereux, un machin, ils ont vu un petit monsieur, petit, il était petit, un petit monsieur marche avec difficulté, souriant, c'est pas ça qu'on parle. Ils ont compris qu'ils avaient une erreur dans leur conception du grand Rav Shach. Et puis c'est la Neshama qui a parlé. En ce simple shalom, c'est très amusant. Ils ont senti quelque chose. C'était quelque chose de très amusant, et ça, il faut le dire, il faut le raconter. Alors on revient donc à Kuntras. D'abord, pourquoi le choix de ce titre de Kuntras? C'est lié à Rashi? Exactement, on était à Yeshivat Rashi, et puis on s'est dit quel titre on peut donner. On s'est dit, il n'y a rien de plus naturel que Kuntras. On y va, c'est ce qu'on a fait, et ça, ma foi, ça a bien passé. L'Yeshivat Rashi, entre-temps, elle est passée entre les mains d'autres gens. Parce qu'il y a un moment aussi, peut-être qu'il faut le dire, il y a un moment aussi où un autre rave de la famille, Soloveitchik, le Rav Moshe Soloveitchik de Zurich, connu, m'a lancé, c'est assez amusant, m'a lancé un mot une fois. J'étais venu le voir pour n'importe quelle question, ça m'arrivait relativement souvent, bien qu'il habitait à Zurich, mais où alors j'étais allé, où j'allais chez lui, ou au téléphone, ou il venait en Israël, donc j'allais le voir. Enfin, il y avait diverses possibilités. Et puis, en plein truc, plein questionnement de n'importe quoi, il me dit, il faut que tu saches une chose, si un jour tu es hésitant quant à ce que tu vas faire, entre la yeshiva, Yeshivat Rashi, et le journal, sache que le journal est un peu plus important. Ce qui est de la part, je l'ai regardé, je lui ai dit, tiens, c'est marrant tout de même, de la part d'un gadol comme ça, d'une personnalité aussi haute du peuple juif que lui, etc., que tout le monde vient consulter, etc., un journal plus important qu'une yeshiva, incompréhensible. Il vous a donné la raison? Oui, il m'a dit très simple, la yeshiva, d'autres peuvent le faire. Et c'est ce qui s'est passé alors, et c'est ce qui se passe depuis lors, et bon, mais le journal, je vois que tu réussis, donc sache que ça c'est un peu plus important. Je crois que ce qu'il voulait dire, et c'est important, en fait, de manière globale, quand on voit qu'on a d'Asiyata d'Ishmaïa dans un domaine spécifique. L'aide divine, oui. Évidemment, on ne parle pas maintenant de vendre des chemises et des pantalons, mais on parle de choses qui ont à voir avec le judaïsme. Alors effectivement, il faut comprendre ou entendre le message, à savoir, tu es fait pour ça, tu réussis là-dedans, tu as d'Asiyata d'Ishmaïa là-dedans. Continue. Ce qui n'est pas évident parce que ce n'est pas toujours facile, de loin pas. Mais bon, effectivement, 38 ans, c'est pas trop mal. Pratiquement miraculeux même, parce que fonder une revue en 1986, ou à quelque moment que ce soit, il faut déjà avoir un certain degré d'inconscience, parce qu'on ne mesure pas du tout quelles difficultés on va avoir, on va devoir affronter, difficultés qui peuvent être financières, techniques, apprendre un nouveau métier, le journalisme. Et puis, il faut tenir le rythme, un rythme bimensuel, c'est ça? Aujourd'hui, c'est tous les mois. Tous les mois maintenant c'est mensuel. Mais aujourd'hui, il y a aussi le site.
Oui. Et le site, actuellement, du fait des événements des quelques derniers mois, prend beaucoup de temps. Parce que, les gens veulent savoir ce qui se passe, les gens veulent entendre, autant que faire se peut, quelle est la position du judaïsme orthodoxe, ou en tout cas, éviter les positions qui ne sont pas les nôtres. Il y a un rôle à jouer avec ça, et malheureusement, nos capacités financières sont plus que réduites, donc celui qui fait le journal et celui qui, il y a un peu d'aide, je ne dis pas, celui qui fait le journal et celui qui fait le site, c'est à peu près la même personne. C'est la même personne. Donc et puis bon, il y a le collège auquel je vais le matin parce que on passe pas outre à ça, donc ça fait une journée assez chargée et un emploi du temps bien lourd. Et Mais comment on réussit à tenir si longtemps, à tenir le rythme, sans coup férir, à publier, quoi qu'il en soit, un journal tous les 2 mois, puis ensuite tous les mois? La vraie question, j'imagine que c'est ça que vous voulez me poser comme question, c'est savoir les sujets. À l'époque, je me dois d'ajouter, à l'époque, le correspondant du Monde à Jérusalem m'a dit, sache une chose, tu dois prendre un sujet et le développer. Ne fais pas un peu de ci, un peu de ça. C'est-à-dire un thème par numéro. Un thème central, voilà. Un thème par numéro. Et ça, effectivement, une personne qui est sur le terrain et qui s'y connaît bien, etc., j'ai écouté ce qu'il dit, et je fais ça depuis ce jour-là. Bon, évidemment, on fait sur 60 pages, il y a 20 pages sur un grand dossier, 30 pages, pas plus, mais enfin tout de même, on fait attention à prendre un sujet. Et ça a l'air d'être effectivement une façon de faire intelligente et qui plaît. Enfin, j'en sais rien, parce que, visiblement... Manifestement, ça a marqué son époque, depuis les années 80 et jusqu'à nos jours. Ouais, ça, jusqu'à nos jours, mais avec une certaine difficulté aujourd'hui, parce que les gens ont perdu l'habitude de lire. Oui. Ils sont passés aux écrans. Cause de l'écran et autres solutions. Et ça, c'est un point très embêtant pour nous, celui de la jeunesse qui n'est plus tellement habituée à ça. Ce qui nous sauve, c'est le Shabbat. Comme les gens religieux n'ont pas allumé quoi que ce soit de tous ces instruments, ni la radio, etc. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Kuntras sert à pas mal de gens, et heureusement, je veux dire, le Shabbat nous sauve. On est obligé de retourner au papier, au Shabbat et Yom Tov. Et puis voilà, donc les gens, ça fait partie des motifs pour lesquels, ou des raisons saintes pour lesquelles nous tenons le coup. Alors, quelle était l'idée directrice de Kuntras? Je crois essentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent tous, et que personne n'en parle. Et si on en parle, la plupart du temps, c'est de travers et c'est des choses fausses, ou en tout cas, même pire que ça d'ailleurs, contre tout ce qui est notre tradition juive authentique. Donc c'est ça qui nous a amené à nous introduire dans ce domaine-là pour essayer, dans chaque sujet, et là les sujets ils sont innombrables, et au prochain, parce qu'on n'a pas... Effectivement, après 38 ans, vous pouvez vous imaginer que dans le fond, et des fois j'ai des problèmes, des fois je ne dis pas, mais tout de même, au bout de tellement d'années, de tellement de numéros qui ont paru, 271, et de quoi on va parler. Mais là aussi, il y a une aide d'en haut qui veut qu'on arrive pratiquement toujours, ça ne m'arrive pas de me retrouver la veille, pas la veille, le mois avant, où je dois rédiger, et je me dis, mais de quoi je vais parler? Ça ne m'arrive jamais. Je ne sais pas, on va être dans, je ne vois pas d'autres réponses réelles. Et puis l'actualité est là tout de même, quoi. Ouais. Là, par exemple, on a reparlé, on l'a fait une fois, mais de manière plus succincte, de Gog et Magog. Et quelque part, ça s'impose. C'est la deuxième fois qu'il en est question dans la revue. Mais plus succinctement. Là, on a vraiment parlé en longueur, avec plus de sources et plus de machins. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question se pose à tout le monde, qu'est-ce qu'on vit, quoi. Je ne dis pas qu'on a répondu, apporté les réponses absolues à ce qu'on vit actuellement, surtout que, d'après les sources les plus sûres, la Gemara, Gog et Magog, c'est après la venue du Mashiach. Donc, à ma connaissance, on est encore avant. Mais malgré tout, quelque chose est difficile, surtout avec l'évolution actuelle de la situation un peu partout dans le monde. La haine contre le peuple juif, la manière horrible dont le peuple juif est vu, même par les Américains et les autres,
nous amène nous force à réfléchir, Macoré, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc c'est un sujet qui s'impose et espérons qu'à un moment quelconque, on arrivera, nous tous, à dépasser ça, à partir mieux et à, bon, Mashiach, non Bezrat Hashem. Alors néanmoins, vous aviez des collaborateurs importants. Il y en avait, un qui ne vit plus, Raphaël Bernard Shekroun, Yeshurun aujourd'hui dans la famille, Zichrono Livra, qui a pu préparer plusieurs grands dossiers de manière remarquable. Un d'entre eux était sur la Shoah d'ailleurs. Oui. Et là-dessus, il fallait effectivement ses dons à lui parce que c'est très délicat et très difficile. Et il a très bien, de manière remarquable, su éviter les écueils et en faire deux numéros, pas un numéro, deux numéros là, tout à fait fantastique dans la mesure où il n'a pas porté flanc sur différents trucs et que une fois j'étais à Paris et je suis allé à une conférence, rencontre, je sais pas quoi, il y avait Elie Wiesel, il y avait l'évêque de Paris qui était un juif aussi. Oui, l'évêque Lustiger, ou l'archevêque Lustiger. Enfin, en tout cas, il y a un bonhomme là-bas, un des vieux de la vieille, des juifs français, machin, qui m'a présenté à lui, je ne connaissais pas, qui m'a dit « Ah ouais, c'est vous qui avez publié un truc sur la Shoah, c'est un des vieux de la Shoah. » Et puis vous dites évidemment que la Shoah, c'est de notre faute. Alors, j'ai dit, il a mal compris. Vous ne l'avez pas lu. Dafka, celui qui a rédigé, donc Hanal, celui dont on parlait, Raphaël Shekroun, a fait très attention de ne pas aborder cela. Parce que ce sont des sujets sur lesquels il y a dispute, il y a débat, et ça ne sert à rien, et on n'arrivera pas à convaincre, machin. Il a fait autre chose. Il a montré la façon dont les gens ont pris la Shoah, eux-mêmes, les gens qui l'ont vécu, pour montrer comment les Juifs ont senti la Shoah. Maintenant, de quoi ça vient, c'est une autre question, et ce n'est pas ça qu'on a abordé. Surtout que c'est une question fortement débattue, et bon, ce n'est pas un sujet abordé dans le cadre du journal. Donc on fait attention, et lui, il a vraiment su bien faire ça. Par exemple, mais ceci dit, non. Il y a quelques personnes qui travaillent également dans la rédaction, mais pas sur les sujets centraux, mais sur des rubriques pour les femmes, pour les enfants, pour d'autres choses. Enfin, il y a quelques... Oui, parce qu'à côté de l'aspect thématique, il y avait toujours de l'actualité, la recension des livres récents sur le judaïsme. Il y a des rubriques pour la famille, quoi. Ça, c'est une... Il y a quand même un personnage important, il me semble, qui a joué un rôle important dans la revue, c'est Alexandre Klein. Mais absolument, tout à fait, Zichrono Livra, mais là aussi, correction. C'est ça. Et puis documentation, il me semble. Il savait chercher. Et Bémet, il était important à ce niveau-là, les corrections, les soirées passées avec Alex Klein et une autre personne, une dame aussi qui travaillait à certains moments. C'était tout à fait fantastique. Bon, aujourd'hui, on a d'autres solutions. Non, mon épouse, enfin, passons. Qui participe également à ça, dans les corrections en particulier. Et puis bon, il y a un correcteur, et puis il y a encore une autre personne qui relie. Donc il faut, on ne peut pas tout faire. Alors, Rav Henrican, on pourrait peut-être citer quelques-uns des grands thèmes qui ont marqué les lecteurs. Le premier numéro, c'était sur la Shemitah, c'est-à-dire sur l'année sabbatique, qui a été très bien reçu, je crois. Et puis il y a eu des numéros mémorables, alors peut-être... Certains d'entre eux vous sont-ils particulièrement chers? Le second numéro était sur l'exil des Bachourib de Mir à Shanghai, qui était un point assez original à l'époque. Il n'y avait rien qui n'avait été écrit là-dessus. Et donc on a fait, enfin en tout cas en français, donc on a fait le point de ça. Et puis bon, au fur et à mesure, on a pris des thèmes, à savoir des thèmes sur quelques numéros. On a fait un truc assez long. 3, 4, 5 numéros sur la yeshiva, de manière globale, l'historique des yeshivot, où c'est que ça commence, quelles sont les grandes yeshivot avant, au Moyen-Âge, plus tardivement, on a pris certaines communautés géographiques, disons, l'Algérie, 2 numéros, le Maroc, je crois qu'on a fait en 1 numéro, la Tunisie. Je m'en souviens bien, je les avais, puisque je suis lecteur de Kuntras depuis longtemps. La Tunisie était un point important. Ça, c'est une des options.
Là, on a pris un autre thème qu'on prend sur un certain nombre de numéros, celui des grandes yeshivot d'Israël, ce qu'on n'a jamais traité réellement. On a commencé comme ça par Slabodka, raconter l'histoire de Slabodka. Slabodka, c'est un faubourg de Kovna sauf erreur de ma part, en Lituanie. Et puis, Slabodka, aujourd'hui, c'est une yeshiva importante, l'une des yeshivot les plus importantes. Et une grande école du Moussard. À Bnei Brak. Donc, comment ça s'est passé? Or, Slabodka est passé par Hebron. Il ne faut pas l'oublier, il faut le savoir, enfin, c'est marqué chez nous, mais c'est vrai. Et donc, il y a tout un historique qui est important de savoir. C'est Hebron avec le drame de Hebron. C'était les Arabes, je crois, qui ont fait ça. Le drame de Hebron. Il ne faut pas le dire trop fort, Ravka. C'est interdit. Ouais, le drame de Hebron de Tarpat de 1929. Le pogrom de 29. Oui. Ouais, qui a provoqué la fermeture de la yeshiva et son passage en deux endroits. Jérusalem, c'est la yeshiva de Hebron. On en parlera d'ailleurs dans ce projet d'un des numéros à venir. Et l'autre partie qui, elle, a gardé le nom de Slabodka et qui s'est installée à Bnei Brak, sur une des collines, un des endroits hauts de Bnei Brak, et qui depuis lors aide beaucoup. Il y a pas mal de Français d'ailleurs, beaucoup de Français qui sont passés ou qui passent encore dans les yeshivas de Slabodka. Et aujourd'hui, il se trouve que, par hasard, ce qu'on appelle les Gdolim de la période d'aujourd'hui, sont les deux Rosh Yeshiva de Slabodka, le Rav Lando et le Rav Hirsch. C'est eux aujourd'hui les références supérieures, après le décès de tout ce qu'on a connu. C'est eux aujourd'hui les personnalités consultées par le peuple juif, par le monde orthodoxe, et plus large que ça, pour tout souci, tout problème, toute interrogation. Donc ça, on en a parlé, et on va continuer à parler encore d'autres grandes yeshivot. Bezrat Hashem. Il y a également des portraits de rabbinim. Ah, surtout post-mortem, surtout quand ils décèdent, on s'efforce de parler, parce que quand ce sont des gens qui ont une influence importante sur le peuple juif, il est évident qu'il faut qu'on en parle, afin que les gens sachent d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qu'ils voulaient, quel était leur message, quelles sont leurs œuvres, quel était leur... Enfin, bref, quoi. C'est sûr que c'est un point important dans ce qu'on fait. Voilà. Et puis, bon, les sujets qui viennent, quoi. Là, pour pas vous le dire, ça peut changer, mais je pense pas. Là, je travaille pour le 273, puisque le 272 est déjà pratiquement prêt. Je travaille sur le Lashon Hara. Le titre sera sans doute le Lashon Hara, parlons-en. Mais évidemment, je ne viens pas dire parlons du Lashon Hara, mais je viens dire parlons de ce sujet-là, qui finalement on n'arrête pas d'en parler ou d'entendre parler, qu'il y a un problème de cet ordre-là, mais il est probable qu'un des défauts les plus courants et les plus graves qu'on puisse rencontrer sur la place publique juive, c'est de dire du Lashon Hara. Donc il faut un peu mettre les choses au point. Qu'est-ce que c'est finalement? Et à propos de rabbanim et de gdolim, est-ce qu'il y a des rabbanim qui ont marqué Kuntras par leur aide, par leur conseil en particulier? Depuis le départ, on a parlé de Rav Moshe Soloveitchik. Oui. C'était le grand conseilleur, C'est le grand conseilleur. Pour beaucoup d'institutions. Hein. Maintenant, il y a aussi eu Rav Wolbe. Ouais. Et Rav Wolbe qui savait le français et qui recevait le journal. Et qui a reçu une fois, parce qu'une fois j'ai fait, je ne sais pas si je peux le dire, mais enfin je viens vexer personne bien entendu, j'ai parlé de Chabad. Oui. 3 numéros. Et Rav Wolbe a dit à un Français que je connais bien, que je connaissais bien, lui a dit, oh regarde, Kahn est devenu Chabad. Et c'était pas ça. J'avais demandé à un Rav à l'époque, parce que, bon, Chabad en France, c'est important, et je n'ai rien contre. Et c'était informatif, c'était pas du tout polémique. Puis bon, je n'ai strictement rien contre, au contraire, je suis bien en contact avec le Rav Pesner, etc. Donc, enfin, numéro, on a fait un numéro, on a fait 3 numéros sur Chabad. Je suis allé là-bas enquêter, et puis quand on m'a accueilli, parce que Chabad, on sait le yiddish, il ne faut pas oublier, le gars qui m'a accueilli m'a dit en yiddish, j'ai entendu que vous veniez, mais je n'y ai pas cru.
Et j'ai rapporté ça ici, parce que la manière dont il a dit était assez amusante pour les gens qui savent le yiddish, enfin, un peu différent du yiddish courant. Donc, enfin bref, quoi. Mais ceci dit, j'avais ça aussi. Et les rabbanim, ça c'était donc à l'époque. Mais ça a dû être merveilleux de rencontrer le Rav Wolbe, de converser avec lui. Ça devait être une personnalité exceptionnelle. Ça m'arrivait relativement souvent. Par la suite, il n'y a pas le choix, hein, il est décédé, lui aussi. La suite a été d'abord Rav Steinemann et ensuite Rav Chaim Kanievski. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'on n'a plus ça, hein, on n'a plus ces grands-là. Aujourd'hui, c'est plus délicat. Ça veut dire, bon, c'est les rabbinim de Slabodka. Qui sont les grands inspirateurs, disons, les références aujourd'hui. Ouais, mais ça m'arrive assez rarement. Là, j'ai un problème un problème précis, une question précise. Et j'essaie d'arriver chez Rav Lando parce que, voilà, c'est lui l'adresse, quoi. Bon, on est orthodoxe, on ne l'est pas, quoi. Il y a des choses qui nous dépassent, c'est pas pour nos épaules. On a besoin d'un tampon de Gadol, il faut aller les voir. C'est pas toujours facile, mais bon. Non, c'est pas facile, c'est pas compliqué, mais il faut le faire, quoi. Et c'est un peu plus difficile aujourd'hui que vous êtes installé à Afula. Alors pourquoi être venu à Afula, vous qui vous trouviez en plein Méhaché-Harim, au centre de la vie orthodoxe hierostolymitaine? Les raisons sont en fait anecdotiques, bon, pas importantes, mais je n'ai absolument aucun regret. Yerushalayim, bon, mais aucun regret parce que Afula, c'est le calme. C'est le calme, vous êtes loin de tout, la communauté dans le patelin, dans le quartier où on habite, Givat Amoré, il y a 500 familles orthodoxes maintenant. D'Avrechim, etc. Il y a 10 kolélim. Non, c'est tout à fait sérieux et remarquable. Mais le calme et l'unité de la chose et que, effectivement, fait que la vie ici, elle est beaucoup plus facile, elle est beaucoup plus tranquille. Et puis bon, il faut bien prendre sa retraite, oui ou non. Donc vous jouissez ici du repos, du calme, mais toujours avec l'activité pour le journal. Je ne parle pas de retraite. Il n'y a pas de retraite en réalité. Mais au moins ça, c'est vrai, quand j'arrive à Jérusalem, la vie là-bas est difficile, la ville est devenue très difficile, se déplacer, c'est dur, etc. Ici, c'est la tranquillité, vous avez les collines d'en face, vous avez un peu de courant d'air, vous avez un peu de machin, bon, c'est autre chose, quoi. Rav Kahn, si vous aviez un conseil à donner à de jeunes journalistes qui voudraient faire quelque chose dans la presse juive, parce que de nos jours, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens sont attirés par les écrans et on a besoin d'une presse juive qui se maintienne. Qu'est-ce que vous diriez ? Je ne sais pas trop. Ce n'est pas facile parce qu'effectivement, on a parlé des difficultés que rencontre la presse aujourd'hui. La preuve d'ailleurs, c'est que finalement, il ne reste pas grand-chose. Hein, ça diminue et ça diminue. Sauf chez nous, bon, on a tout de même quelque chose à vendre, donc ça a l'air de tenir plus et mieux, mais je ne saurais dire. Qu'ils aillent eux aussi travailler sur les ondes. C'est pas tellement facile. Si eux-mêmes sont religieux, etc., ce n'est pas facile du tout. Il y avait une personne qui était dans ce milieu-là et dans ces choses-là, en l'occurrence Catherine Garçon, oui. Elle avait pas, et qui est une femme orthodoxe. Et qui écrivait dans le Contras, des articles d'actualité, je me souviens. Ouais, effectivement. Puis en tout cas, on était en contact à l'époque. Elle n'avait pas la vie facile, quoi, parce que dans le journal dans lequel elle travaillait n'était pas des plus orthodoxes, donc ce n'est pas facile. Non, je ne sais trop quoi dire. Il serait bon que le judaïsme orthodoxe s'organise plus, mais on n'est pas tellement en mesure, c'est ce que je crois. Dans donc le monde anglophone, c'est plus facile. Ouais. Donc la seule solution qui reste, c'est de venir à Afula. Merci beaucoup, Rav Henri Kahn, pour cet entretien qui nous a beaucoup intéressés, qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur votre vie au service de la communauté juive francophone, au service du judaïsme, au service de l'étude de la Torah. Alors, bonne continuation à la revue pour les 38 années à venir et au-delà. Et puis, je ne saurais trop recommander à ceux qui nous regardent de lire Kuntras, de découvrir cette revue. On peut également se procurer certains numéros anciens selon les thèmes qui vous intéressent le plus. Et puis, de découvrir davantage Kuntras aussi par le biais du site internet kuntras avec 2s.com. Merci encore Rav Henri Kahn. Merci également à Joseph Bérébi qui filme cette émission et qui la monte. À très bientôt. Au revoir.